Et voilà, donc on est parti pour ce webinaire, alors qui porte sur la question du droit de créer son habitat sur sa ferme. Alors, aussi bien en habitat en dur qu'en habitat léger, on va voir aussi ce cas de figure. Et donc, cette thématique de je suis dans une zone qui a vocation agricole, je lance une activité agricole professionnelle et je vais pouvoir vivre sur site. Effectivement, c'est une problématique que j'entends de façon très, très récurrente, très régulière. Donc, je trouvais ici intéressant de, voilà, de reposer les bases et des choses à connaître à ce sujet-là. Comme pour les personnes qui suivent l'enregistrement de ce webinaire sur YouTube, sous la vidéo, dans le descriptif, il y a un lien vers mon site internet où on va pouvoir télécharger le support de cours là, que je vous présente à l'écran. Voilà. Alors, j'enchaîne tout de suite sur le contenu et puis on prendra un temps après de questions-réponses sur tout ça. C'est des choses qui sont pas claires, c'est des choses à préciser, c'est des aspects que j'aurais généralement auxquels pas pensé à aborder. Ok, avant de démarrer, je trouve quand même important aussi de préciser le cadre de ce que je vais traiter, c'est-à-dire que je vais parler des questions d'habitat neuf, je pars d'un terrain nu, je veux créer quelque chose. Je ne vais pas parler de la question de la rénovation, ce qui est un autre sujet, d'un bâtiment déjà existant. Aussi, un autre point, c'est que je pars du principe que ici on est dans un cadre où on est sur un projet agricole professionnel. Il y a de la production qui va être commercialisée pour mener une activité professionnelle. Ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des productions vivrières, mais par contre, un projet qui ne porterait que sur des productions vivrières pour son autonomie alimentaire, eh bien, bah, ce n'est pas un projet agricole professionnel. Donc, ça rentre pas dans le cadre de ce dont je vais parler aujourd'hui. Euh, Après, c'est éventuellement dans les questions-réponses, si vous avez des questionnements sur ce qu'on entend d'un point de vue formel, d'un point de vue juridique par projet agricole professionnel, on pourra en discuter, mais voilà, c'est le cadre que je pose ici. Et un dernier point, bah, c'est qu'on va parler d'implantation d'habitat sur la passe, dans le genre d'espace, dans le type de zone, où classiquement, justement, on fait des projets agricoles, c'est-à-dire bah, dans des zones qui interdisent la construction de bâtiments d'habitation. Et donc, on n'est pas évidemment pas dans des cas où ce qu'on appelle couramment une parcelle constructible, c'est-à-dire une parcelle qui autorise la construction de tout type de bâtiment d'habitation. Voilà. Petit élément de cadrage. Ok, avant d'aborde vraiment le cœur de notre sujet, il y a quand même quelques notions au niveau de l'urbanisme qui sont fondamentales à connaître pour bien comprendre justement dans quel cadre on se trouve en France. Alors, première notion importante, c'est la notion de ce qu'on appelle la destination d'un immeuble. Bon, je vous ai mis assez régulièrement quand il y avait des textes de loi qui sont en rapport avec ce que je suis en train de développer, hein, en l'occurrence là ces articles R151, 28 et 29 hein, du Code de l'urbanisme. Tout bâtiment a nécessairement et obligatoirement ce qu'on appelle une destination. Ça correspond à son usage principal et officiel. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, depuis 2015, vous avez 5 destinations. Habitation, exploitation agricole et forestière, commerce, activité de service, collectif service public et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Bon. Après, dans chacune de ces destinations, vous avez ce qu'on appelle des sous-destinations, c'est des sous-types. Bon, mais donc ça va pas beaucoup nous intéresser ici dans le cadre de ce webinaire. Mais enfin voilà, pour information, vous avez cette logique de type et de sous-type. Après, quand un immeuble est créé et on lui donne donc une destination donnée, c'est pas figé dans le marbre, dans le sens où ça peut évoluer. On peut passer de la destination habitation à destination exploitation agricole ou forestière, par exemple, mais ça nécessite une autorisation d'urbanisme. Donc, par rapport au sujet de ce webinaire, le type d'immeuble qu'on cherche à créer, ce sont des immeubles à destination donc d'habitation et plus précisément avec la sous-destination logement. Logement, c'est-à-dire un espace où je suis domicilié, contrairement à un hébergement. C'est un hébergement, c'est un endroit où je vis de façon plus ou moins longue, mais en tout cas, je n'ai pas de domiciliation dans cet immeuble. Et après, si on parle d'activité agricole, eh ben, on rentre dans le domaine, vous voyez, donc de la destination exploitation agricole et forestière, et plus précisément la sous-destination exploitation agricole. Quand vous remplissez une demande d'autorisation d'urbanisme, quelle qu'elle soit, vous devez toujours décrire exactement les mètres carrés que vous allez créer et à quoi correspondent ces mètres carrés, à quelles sont leurs destinations, justement.
C'est vraiment une notion importante pour comprendre le cadre. Ensuite, un autre aspect de cadrage, c'est que vous avez finalement 3 types de communes concernant le droit de l'urbanisme. Vous avez les communes qui n'ont pas de document d'urbanisme. Maintenant, c'est assez rare en France. Celles-ci couvrent de l'ordre de 1/4 du territoire national. C'est souvent des communes rurales avec peu de population. C'est généralement dans ce cadre-là qu'on trouve dans des communes qui n'ont pas de document d'urbanisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit d'urbanisme applicable, hein. Ensuite, vous avez les communes qui disposent d'un document d'urbanisme qui s'appelle une carte communale. Donc, c'est un document qui est très simple. Il comprend ce qu'on appelle un rapport de présentation. C'est un diagnostic de l'état du territoire. Et puis, il comprend euh, donc un ou éventuellement plusieurs documents graphiques voilà, qui délimitent les parties actuellement urbanisées de la commune et les parties non actuellement urbanisées de la commune. C'est des notions que je vais un peu préciser après. Et ensuite, vous avez les communes avec un plan local d'urbanisme, un PLU, ce qui est le cas le plus courant hein, de fait aujourd'hui. Et ce plan local d'urbanisme peut être aussi bien communal, donc juste à l'échelle de la commune, ou intercommunal, créé donc à l'échelle de plusieurs communes, ce qui est de plus en plus fréquent depuis ces dernières années. Ok. Alors, sur un document graphique d'une carte communale, vous voyez, je vous ai pris un extrait ici, eh bien, c'est finalement assez simple. On se base sur le cadastre, donc vous avez des délimitations des parcelles, hein, vous voyez, c'est le fond de carte. Et puis, vous avez ce zonage. Donc, finalement, on a que 2 types de zones. Vous pouvez noter U et N, comme ici, pour urbanisé ou naturel. C'est-à-dire, ce qui correspond à la notion de qu'est-ce qui est en partie actuellement urbanisé de la commune et qu'est-ce qui n'est pas en partie actuellement urbanisé de la commune. Alors, autre notion importante pour comprendre le cadre du droit de l'urbanisme en France, c'est ce qu'on appelle le Règlement national d'urbanisme, le RNU. Voilà. Donc c'est un ensemble d'articles de l'urbanisme qui constitue ce RNU. Une partie du RNU, une partie de ces articles s'applique sur tout le territoire national, et puis d'autres s'appliquent uniquement dans les communes qui n'ont pas de document local d'urbanisme ou qui ont une carte communale. Une règle importante dans ce RNU, qui nous intéresse directement ici, c'est la règle de la constructibilité limitée. D'accord ? Ça veut dire qu'en principe, on a le droit de construire que dans les parties actuellement urbanisées de la commune, ce qu'on peut dénommer par l'acronyme PAU. Donc voilà, la règle de principe, c'est on ne peut construire que là. Donc, si vous êtes sur une commune qui dispose d'une carte communale, c'est assez simple, puisque vous avez ce document graphique qui nous dit clairement si une parcelle donnée est en PAU ou hors PAU. Là, c'est simple. Précisons que cette règle de la constructibilité limitée, c'est sur les communes qui n'ont pas de document local d'urbanisme ou qui ont simplement une carte communale. Alors, en fait, comment est-ce qu'on définit si une parcelle est en PAU ou hors PAU si on n'a pas de document local d'urbanisme? C'est pas si simple. Pour ça, on a tout un ensemble de critères qui ont été dégagés, ce qu'on appelle des critères jurisprudentiels, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de décisions de justice, des tribunaux administratifs hein, sur ce sujet-là, qui ont dégagé quels devaient être les critères que devaient appliquer les collectivités pour, dans une parcelle donnée, définir si on la considérait comme en PAU ou hors PAU. Bon, puisque bon, vous comprenez bien qu'il y a des cas où les choses sont assez simples, on est dans un cœur de bourg par exemple, bon, il n'y a pas de difficulté, on est bien en PAU. Où je suis vraiment en pleine campagne, aucune construction à des centaines de mètres à la ronde, on est hors PAU, c'est clair. Mais par contre, il y a tout un ensemble d'autres situations qui sont plus ambiguës. Donc, une collectivité, pour déterminer si une parcelle est en PAU ou hors PAU, doit appliquer ces critères donc dégagés par la jurisprudence. Alors, pour les expliquer très synthétiquement, c'est quelle est la distance par rapport à ce qui est le centre de l'urbanité, finalement, sur la commune, distance par rapport au bourg ou au hameau le plus proche. Dans les alentours immédiats, autour de la parcelle, est-ce qu'il y a déjà des types d'habitats? Est-ce qu'il y a plus globalement, est-ce qu'il y a déjà des questions des habitats, plus globalement les constructions déjà présentes, le nombre de ces constructions, est-ce que des terrains voisins sont déjà construits? Bon. Ensuite, autre critère, c'est que, est-ce que par rapport aux
parcelle déjà construite? Est-ce qu'on a ce qu'on appelle une coupure d'urbanisation, quelque chose qui marque physiquement une séparation, comme une rivière ou une route, par exemple? Est-ce que la parcelle qui nous intéresse est desservie par des équipements publics, par les réseaux publics, par la voirie? Heu, donc c'est les points d'attention les plus importants ici, d'ailleurs, c'est les réseaux d'eau et d'assainissement. Est-ce qu'on a une desserte par les réseaux d'eau et d'assainissement déjà? Et enfin, bon ça c'est plus anecdotique, mais je le mentionne tout de même, c'est est-ce que sur la parcelle, il y aurait déjà eu ce qu'on appelle des permis de construire ou des certificats d'urbanisme qui ont été délivrés et qui ont acté le fait que cette parcelle est donc dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Évidemment, si c'est le cas, c'est un critère quand même qui va vraiment en faveur du fait que la collectivité considère qu'on est en PAU. Ok. Bon, quand on est dans une commune qui dispose d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme, on va donc accéder à ce document. Maintenant, vous pouvez le consulter en mairie, vous pouvez demander la mairie, est-ce que vous l'envoie en format PDF? Il est de plus en plus courant qu'on le trouve sur le site internet des collectivités, également sur le site internet qui s'appelle Géoportail de l'urbanisme, qui est un site officiel, géoportail-de-l'urbanisme.gouv.fr. Bon, un PLU, c'est un document assez complexe, il y a beaucoup d'éléments, mais ceux qui sont vraiment les plus opérationnels, c'est le règlement graphique, dont je vous ai mis un extrait ici, et le règlement écrit. Le règlement graphique, il va nous préciser, donc avec le fond cadastral, encore une fois, eh bien, quelle est la délimitation des zonages réglementaires. Vous voyez. Donc là, c'est nettement plus complexe que ce qu'on a vu avec le règlement graphique d'une carte communale. Vous avez 4 types de zones, hein, donc U pour urbaniser, AU pour urbaniser, A pour agricole et N pour naturel, mais ça ne s'arrête pas là puisque les collectivités peuvent définir des sous-types. Voilà, comme NL, par exemple, c'est assez classique pour des natures, pour des équipements de loisirs, qu'on mette NL, voilà, ou AH, par exemple, pour agricole, avec certaines possibilités de construction au niveau de l'habitat. Voilà. Donc, vous avez ces délimitations qui sont créées sur le territoire de la commune. Et après, quand vous avez identifié, bon, je veux faire un projet sur telle parcelle, je vais voir dans quel zonage elle se trouve. Bon, très bien, ça c'est la première étape de la réflexion. Et par exemple, je vois quand je suis en zone UL, par exemple, et ensuite, je vais voir le règlement écrit du PLU, et dans la rubrique donc UL, et voir exactement tous les éléments de la réglementation applicable dans cette zone-là. Bon. Hop. Alors, de façon très générale, encore une fois, et ça c'est vraiment une des notions qui s'applique sur tout le territoire national, il y a quelques principes d'urbanisme qu'il faut vraiment avoir en tête qui ont monté en puissance depuis le début des années 2000, texte de loi après texte de loi. Donc, le premier, c'est la lutte contre l'artificialisation des terres, c'est-à-dire le fait de contraindre la consommation des terres par l'urbanisation, par les opérations de construction. Voilà, un chiffre qu'on entend beaucoup, c'est le fait qu'on consomme, via les constructions diverses et variées en France, on consomme un espace équivalent à la superficie d'un département tous les 5 ans. C'est vraiment, on a un phénomène de masse d'artificialisation des terres que l'État et les collectivités cherchent à freiner, et c'est quelque chose qui est un élément de plus en plus prégnant, on va dire, dans le débat public et dans les textes de loi. Un autre aspect, c'est déjà préserver les activités agricoles et forestières qui existent et qui sont déjà présentes dans un environnement donné. Autre aspect, donc, c'est lutter contre le mitage urbain, donc c'est éviter la dispersion finalement des constructions sur un territoire. Ça, c'est aussi une direction qui est forte depuis le début des années 2000, c'est-à-dire chercher à condenser, à densifier les constructions pour beaucoup de raisons qui sont liées à la transition écologique, limiter les déplacements, favoriser le développement de réseaux de chaleur ou de réseaux de réseaux autres. Donc une direction en tout cas qui est de plus en plus contraignante aussi à ce niveau-là. Autre notion importante, c'est que tout projet normalement doit bien s'intégrer dans son environnement. En termes de volume, en termes d'implantation sur la parcelle, d'orientation, de couleur, de matériaux utilisés. Donc ça, c'est un principe qu'on retrouve systématiquement. Alors, il y a certes une partie de subjectivité qui est assez forte, c'est clair,
Mais bon, tout de même, c'est un point important à relever. Alors après, ce principe dans une parcelle donnée, ça peut rester juste à ce niveau de ce principe très global, où le PLU, si donc on est sur une commune avec un PLU, bien sûr, eh bien, peut préciser les choses de façon plus exacte. Par exemple, prévoir que on est dans une zone où, bien traditionnellement, bien toutes les couvertures des bâtiments sont en ardoise, donc tout nouveau bâtiment doit avoir une couverture d'ardoise ou un matériau qui a du moins une apparence d'ardoise. Bon, et enfin, un autre principe important, je pense que c'est la notion d'avoir une desserte par la voirie. Alors, pas nécessairement par la voirie publique, ça peut être par la voirie privée, mais voirie privée, en tout cas, qui donne accès derrière à la voirie publique. Et que le site, et même plus directement les bâtiments, quelques bâtiments que ce soit, soient accessibles pour les services de secours. Ça aussi, c'est un gros point d'attention pour les collectivités. Ok, bon, maintenant que ces petits éléments ont été précisés, on va pouvoir rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Alors, hop là. Alors, si on parle d'implantation d'un projet agricole, le cas classique, on va voir dans l'immense majorité des cas, c'est une installation donc sur une parcelle qui est soit hors des parties actuellement urbanisées de la commune, ou qui est en zone agricole ou en zone naturelle et forestière. Je dis c'est le cas classique puisque, notamment dans le domaine de l'agriculture urbaine et périurbaine, on trouve des activités agricoles dans des parties actuellement urbanisées de communes ou en zone urbanisée ou à urbaniser. Ça existe, mais bon. Voilà. Le cas classique reste quand même celui-là. Et dans ces espaces-là, eh bien, on n'a pas la possibilité de pouvoir construire des bâtiments d'habitation. La loi est claire à ce niveau-là. Ça ne fait pas partie du champ des possibles. Alors, si on est hors des parties actuellement urbanisées de la commune, simplement c'est le RNU qui nous dit, alors exactement c'est dans l'article L111-3 du Code de l'urbanisme, qui nous dit clairement que hors des parties actuellement urbanisées de la commune, on ne peut rien construire. Alors après, il y a certaines dérogations possibles, mais la règle de principe elle est claire, c'est on ne peut rien construire. Bon, si on est sur une commune qui dispose d'un plan local d'urbanisme, il faut comme d'habitude aller voir exactement ce que nous dit le règlement écrit du PLU, mais effectivement, dans l'immense majorité des cas, on ne peut pas construire de nouveaux bâtiments d'habitation. On peut évidemment, éventuellement, et c'est pas toujours le cas même, pouvoir faire des modifications, des extensions de bâtiments d'habitation déjà existants, mais la création de bâtiments d'habitation à neuf est quasiment toujours interdite. Donc, ce qui va être autorisé quasiment toujours donc, hors des parties actuellement urbanisées de la commune et dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières, c'est ce qu'on appelle les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières, encore une fois, il faut toujours lire le règlement écrit, puisque dans certains cas, c'est très minoritaire, mais ça arrive quand même, que même ce genre de choses, on ne puisse pas construire, qu'on ait vraiment une interdiction totale de construction. Mais bon, en général, on a cette possibilité-là qui est offerte. Donc, qu'est-ce qu'on entend par construction et installation nécessaires à l'activité agricole? On entend deux choses, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part tout ce qui va être bâtiment technique agricole, des hangars, des silos, etc. Donc là, il n'y a pas de grande complexité, hein. Il faut simplement que ça réponde aux règles d'urbanisme applicables sur la parcelle, en termes de volume, en termes d'implantation, ainsi de suite, que ça soit surtout justifié par les activités de production, sous-entendu professionnelles, qu'on mène sur site, et que ça soit proportionné vis-à-vis de celle-ci. Donc la taille de ce que l'on souhaite réaliser soit en rapport avec le volume de production, les moyens de production qu'on met en œuvre. Bon. Et puis, on a aussi, et c'est vraiment ça qui nous intéresse très directement, on a ce qu'on appelle dans le jargon administratif le logement de fonction de l'agriculteur. Donc, c'est le logement dans lequel est domicilié l'agriculteur sur son site de production. Alors, qu'est-ce qu'un logement nécessaire justement eh bien, ça n'est pas précisé par le droit national. Le code de l'urbanisme, par exemple, ne précise pas. Plus avant, ce qu'on entend par un logement nécessaire à l'activité agricole, ce qui justifie la présence d'un agriculteur sur son site de production.
En fait, c'est précisé à des échelles plus locales. Il est courant qu'on ait des institutions départementales qui définissent des chartes qui vont s'appliquer à l'échelle d'un département, qui précisent vraiment plus en avant les critères pour que les collectivités délivrent des autorisations d'urbanisme pour la création des bâtiments techniques agricoles et des logements de fonction des agriculteurs. Alors pour vous donner quelques exemples, c'est courant qu'on ait des associations des maires du département, la préfecture du département, la chambre d'agriculture, des organismes encore aussi spécialisés comme la CDPNAF. La CDPNAF, c'est un organisme, c'est un acronyme, hein, CDPNAF pour la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La CDNPS également, donc la Commission départementale de la nature et de la préservation des sites, qui, soit une seule d'entre elles ou plusieurs d'entre elles conjointement, définissent une charte. Alors, ça reste une charte dans le sens où les critères qui sont définis là-dedans ne sont pas impératifs pour les collectivités, mais tout de même, les collectivités sont très fortement incitées à respecter cette charte et elles le font hein, de façon générale. Donc voilà, je vous ai mis un exemple ici, dans le département de la Corrèze, eh bien, la CDPNAF a défini cette charte sur qu'ils ont appelé « Notion nécessité d'un bâtiment pour une exploitation agricole ». Il faut noter que ces chartes, il n'y a pas de nom uniforme au niveau national, donc on trouve des appellations assez diverses. Pour donner un autre exemple, dans mon département de Loire-Atlantique, vous avez la charte pour la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire, qui a été coédité entre la préfecture, la chambre d'agriculture et d'autres organismes. Dans un département donné, pour savoir si donc on a bien une charte, eh bien vous pouvez voir sur le site internet de la préfecture, sur le site internet de la chambre d'agriculture, et puis bon, si vous ne trouvez pas là-dedans, je pense que le plus simple, c'est de contacter la chambre d'agriculture, puisqu'ils connaissent, ils sont normalement bien au fait de l'existence ou non d'une charte, et pour vous guider, pour que vous puissiez accéder aux documents. Donc finalement, quels sont les critères pour obtenir une autorisation d'urbanisme pour la création donc à neuf d'un logement de fonction en tant qu'agriculteur sur sa ferme? Eh bien, on a une combinaison aujourd'hui de deux types de critères finalement. On a les critères donc administratifs qui sont définis par ces chartes, et des critères jurisprudentiels, puisqu'il y a eu beaucoup de décisions de justice, donc il y a eu beaucoup de litiges hein, sur ces sujets-là, et donc les tribunaux administratifs ont été amenés à préciser les critères que doivent respecter les collectivités à ce niveau-là. Bon, si je synthétise vraiment au maximum ces critères, c'est des critères qui sont cumulatifs. Quels sont-ils? Déjà, le fait que l'agriculteur ait déjà de l'ancienneté. Ça fait déjà un temps que donc la ferme fonctionne et qu'elle ait prouvé sa viabilité. Alors, ça n'exclut pas totalement le fait d'avoir un logement de fonction au démarrage, au tout démarrage de l'activité, mais par contre, si c'est au tout démarrage de l'activité, le critère qu'on trouve, c'est le fait qu'on fasse une installation avec les aides nationales à l'installation, dont la fameuse DGA, la fameuse dotation jeune agriculteur. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur les aides nationales d'installation, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je développe vraiment ça beaucoup plus en détail. Un autre critère, c'est le fait d'avoir un statut social en tant qu'agriculteur, donc avoir une affiliation à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui est l'équivalent de la sécurité sociale dans le secteur agricole, et pas avec n'importe quel statut social, avec le statut social d'exploitant agricole, puisqu'il existe plusieurs types de statuts sociaux agricoles, mais celui qui est reconnu, on va dire, comme valide, entre guillemets, hein, pour, encore une fois, avoir un logement de fonction, c'est le statut social d'exploitant agricole. Et non seulement le statut social d'exploitant agricole, mais aussi hein, avec le statut d'ATP, d'agriculteur à titre principal. Parce que dans le jargon administratif agricole, on distingue ATP et ATS. Donc, ATP, c'est que plus de la moitié de l'ensemble de vos revenus professionnels proviennent de votre activité agricole en tant qu'indépendant. Alors qu'ATS, c'est que moins de la moitié de vos activités agricoles proviennent de l'ensemble de revenus viennent de vos activités agricoles en tant qu'indépendant. Ensuite, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas d'alternative à la création d'un logement neuf
sur le site. Parce que si par exemple vous avez déjà une possibilité d'avoir un logement, donc, parce que vous êtes propriétaire d'un logement, ou vous êtes hébergé par quelqu'un d'autre, bref, vous avez une solution, quoi qu'il en soit, que ça soit sur site ou à proximité, vous aurez un refus sur un logement, une demande d'autorisation pour un logement de fonction. Un autre cas où qui illustre ce propos-là, c'est si vous avez déjà un gîte rural sur une ferme. Un gîte rural, c'est un bâtiment à destination d'habitation. Donc, si vous avez déjà un gîte rural et que vous demandez par ailleurs un logement de fonction, selon toute probabilité, l'administration va vous dire, bah non, vous avez déjà un gîte rural, si vous voulez vivre sur votre ferme, il suffit de transformer votre gîte en votre domicile. Autre critère important, c'est la taille de moyen de production. Et le critère, la façon dont c'est normalisé, c'est via la notion de SMA. Donc, les administrations considèrent que pour que les moyens soient considérés comme suffisamment importants pour que vous puissiez obtenir une autorisation d'urbanisme pour un logement de fonction, il faut que vos moyens de production représentent au moins une SMA, une surface minimale d'assujettissement. C'est une notion administrative un peu complexe, dans lequel on va utiliser tous les moyens de production présents, donc le nombre de bovins par exemple, le nombre de mètres carrés de maraîchage cultivé par exemple, et on va utiliser un barème, alors un barème qui est défini à l'échelle départementale, donc chaque département on a un barème, et qui permet de quantifier, voir si vous êtes, finalement quand vous quantifiez l'ensemble de moyens de production, vous atteignez un pourcentage de SMA. Vous êtes en dessous d'une SMA ou au-dessus d'une SMA. Bon. Encore une fois, j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube spécialement sur la SMA, où je développe un peu plus ça en détail si ça vous intéresse. Et enfin, dernier critère, c'est la nécessité d'une présence constante, permanente de l'agriculteur sur toute l'année, ou du moins sur une partie importante de l'année. Alors, justement, concernant cette nécessité pour l'agriculteur d'être présent sur site, on a quand même pas mal de jurisprudence. Donc, pour vous synthétiser ça vraiment au mieux, si je synthétise toutes les décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État, donc qui est quand même le tribunal, la juridiction de l'ordre administratif la plus importante en France, eh bien, cette nécessité donc, que l'agriculteur soit présent sur site n'est pas reconnue par le Conseil d'État pour la viticulture, tout ce qui va être grande culture. Donc, grande culture, c'est les céréales, entre autres. Le maraîchage ou l'arboriculture. Par contre, elle est reconnue pour la culture du safran. Il y a une décision à ce niveau-là, puisque c'est une culture qui nécessite une surveillance constante et beaucoup de main-d'œuvre à certains moments de l'année. Et puis, des élevages. Alors, on a des décisions sur l'élevage de bovins, l'élevage de chevaux, le gardiennage de chiens de pension, où l'obtention de l'autorisation d'urbanisme pour l'allongement de fonction a été reconnue. Dans l'ensemble, pour faire une grande généralité, cette nécessité est beaucoup mieux reconnue pour les élevages que pour les activités liées au végétal ou aux champignons. Et encore, même sur les élevages, il faut tout de même que le type d'élevage et la taille des moyens de production, donc, le nombre de bêtes, en clair, soit suffisant pour qu'on reconnaisse, encore une fois, la nécessité d'être domicilié sur site. Si je reprends la charte qui a été mise en place au niveau de la Corrèze, eh bien, vous avez par exemple ce tableau-là. Vous voyez, donc, ils ont considéré, alors, en prenant quand même des précautions, hein, c'est un tableau indicatif, il faut prendre ça avec des pincettes, mais les productions pouvant justifier donc la domiciliation d'un agriculteur sur son site de production, vous voyez, donc on est sur de l'élevage essentiellement. Ça n'empêche pas les productions sous serre et culture irriguée, mais encore une fois, à condition que ça soit des choses qui nécessitent une surveillance forte. On a parlé du safran, le cas du pépiniérisme aussi, ça peut être un cas qui peut justifier aussi une surveillance constante. Il faut pouvoir réagir en cas d'événements climatiques comme des grêles. Et puis aussi, c'est une activité qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc ça fait partie aussi des activités, on va dire, de production végétale où la nécessité d'être domicilié sur site est mieux reconnue. Par contre, vous voyez, à contrario, beaucoup d'autres activités agricoles, donc vous voyez à la fois de petit élevage, entre guillemets, et d'activités liées au végétal, pour lesquelles cette charte considère que la production ne justifie pas
la domiciliation de l'agriculteur sur sa ferme. Bon. Alors, et les habitats légers dans toute cette histoire? Si on parle des habitats légers qui servent de domicile à l'utilisateur, parce que par ailleurs, vous avez des habitats légers qui servent à de l'hébergement de loisirs, mais c'est pas notre sujet ici. Donc dans ces habitats légers, finalement, vous avez deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle les résidences mobiles, constituant l'habitat permanent des gens du voyage. Donc en clair, ce sont des véhicules qui peuvent circuler sur les routes et qui servent de domicile à leurs utilisateurs. Une tiny house, comme vous voyez en haut, qui a bien ses moyens de mobilité, qui a bien sa barre de traction, qui peut bien se déplacer sur les routes, rentre dans cette catégorie. Et vous avez une autre catégorie qui est celle des résidences démontables, constituant l'habitat permanent de leur utilisateur, qui sont ou non des véhicules, mais dans tous les cas, qui peuvent facilement et rapidement être démontés, donc pour être extraites hors d'un site et qui n'ont pas de fondation. Ça, c'est un critère important à avoir en tête. Résidences mobiles comme résidences démontables peuvent avoir des équipements intérieurs, hein, comme les cuisines, une douche, les toilettes et autres. Soit dans l'habitat ou on va dire des équipements qui sont immédiatement autour de l'habitat. Bon, alors quoi qu'il en soit, par rapport à toutes les règles que je vous ai expliquées précédemment, il n'y a pas de règles spécifiques concernant les habitats légers, dans le sens où tout le cadre que je vous ai présenté précédemment pour le logement en fonction de l'agriculteur, il s'applique de la même façon que vous soyez sur une construction en dur non réversible, ou que l'on soit sur un habitat léger, une construction réversible. C'est exactement le même cadre. Il n'y a pas de différenciation faite au niveau de la jurisprudence, au niveau du droit national ou au niveau des chartes qu'on trouve au niveau départemental. D'où le fait que l'obtenir une autorisation d'urbanisme pour donc un habitat léger en tant que logement de fonction d'agriculteurs, c'est vraiment compliqué. Alors déjà, du fait de toutes les restrictions que je vous ai déjà expliquées concernant le logement de fonction en général, et puis concernant l'habitat léger en particulier, le fait est qu'il y a beaucoup de réticence des collectivités vis-à-vis des habitats légers, pour beaucoup de raisons. Il y a tout un ensemble de préjugés négatifs qui les entourent. Il y a aussi la crainte de la plainte du voisinage. Donc c'est vraiment pas évident. Et les gens qui donc mènent une installation agricole et se domicilier sur site en habitat léger, bien souvent ils le font de façon illégale. Et bon, enfin, je vous donnais un exemple ici d'un article à ce sujet-là que je trouvais illustrer bien le propos. Ça avait été un cas d'un agriculteur qui s'est installé en habitat léger en Indre-et-Loire. Sur Reporter, je vous enverrai le lien. Voilà. En tout cas, je trouve que c'était un exemple qui illustrait bien ce cas de figure. Après, quand on parle des habitats légers, c'est vrai que souvent, une référence auquel on pense, c'est la question des STECAL. STECAL étant un acronyme hein, pour secteur de taille de capacité d'accueil limitée. Le code de l'urbanisme prévoit la possibilité dans les PLU, donc c'est donc uniquement dans les communes disposant d'un PLU, que celles-ci, en zone agricole ou en zone naturelle et forestière, définissent des STECAL qui peuvent accueillir, effectivement, alors différents types de choses, c'est à définir selon les règlements du PLU, mais qui peuvent accueillir des constructions. Alors reste à préciser lesquelles. Est-ce que c'est des constructions pour de l'hôtellerie, pour des équipements de loisirs ou de l'habitat en dur, peu importe. Ou encore des espaces pour des résidences démontables ou encore des aires d'accueil pour l'habitat des gens du voyage. Voilà. Alors autant la présence de STECAL dans les PLU est finalement quelque chose d'assez courant en pratique. Par contre, les STECAL qui autorisent la présence d'habitats légers, que ce soit des résidences démontables ou des résidences mobiles, ça reste encore très rare. Cette possibilité a été instaurée par la loi Allure, la fameuse loi Allure du 24 mars 2014, mais maintenant, alors qu'on est plus de 7 ans après la promulgation de la loi Allure, il y a encore très peu de STECAL en France qui prévoient ça. Alors, j'ai pas de chiffres exacts à donner, puisqu'on n'a pas de statistiques officielles à ce sujet-là, mais le fait est qu'il y en a effectivement très peu encore en pratique. Là, je donne quand même un exemple, parce qu'il en existe même quelques-unes, sur la commune de Saint-Martin-de-Connay, où on a un STECAL donc, qui a été délimité comme en zone AH, pour H pour habitat,
avec une autorisation de certains habitats légers. Alors, aussi une question, ou disons une idée qui circule beaucoup, c'est l'histoire de l'astuce, j'appelle enfin, l'astuce de la rotation. C'est-à-dire que, pour ça, il faut revenir un peu à la base, c'est-à-dire que le code de l'urbanisme prévoit qu'il y a une dérogation concernant les constructions temporaires. C'est-à-dire que la règle de principe, c'est que quand une construction ou une installation quelconque, donc y compris une résidence mobile ou une résidence démontable, est présente moins de 3 mois sur une parcelle, eh bien, il n'y a pas de nécessité de demander une autorisation d'urbanisme. Du coup, d'aucuns ont imaginé, bah oui, donc si j'ai une parcelle et que tous les 3 mois je déplace ma résidence démontable ou mobile, eh bien, je peux rester indéfiniment comme ça sans devoir demander une autorisation d'urbanisme. Alors, je pense que c'est une mauvaise lecture du texte, en fait, parce que il y a vraiment plusieurs remarques à faire à ce niveau-là. Déjà, ce que dit le texte, c'est bien au niveau du terrain, c'est pas au niveau de la parcelle. Donc, si vous avez un terrain constitué de plusieurs parcelles, si tous les 3 mois, vous bougez une construction quelconque, ça ne change rien. Vous êtes toujours présent sur le même terrain. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'on ait des terrains qui soient complètement disjoints déjà pour que ceci fonctionne. Bon, c'est un premier point. Ensuite, le fait qu'une installation quelconque ne nécessite pas une autorisation d'urbanisme, ça ne dispense pas de respecter les règles d'urbanisme. Donc si on est sur une zone qui n'est pas constructible, et donc en principe on n'a pas le droit de faire de bâtiment d'habitation, eh bien vous n'avez pas le droit d'y implanter une résidence mobile ou une résidence démontable si vous n'avez pas obtenu une autorisation d'urbanisme. Et puis bon, faut aussi remarquer que si le projet sera connu de toute façon tôt ou tard des autorités locales, et un maire tatillon ou un préfet tatillon peuvent très bien intenter un procès à une personne qui fait cette fameuse astuce pour fraude au droit de l'urbanisme. C'est tout à fait possible. Donc, je pense pas du tout que ça soit la solution magique et miraculeuse à la question de l'obtention d'autorisation d'urbanisme pour les habitats légers. Alors, quelques précisions sur le logement de loisirs, mais très rapidement, parce que c'est pas notre sujet, mais je trouvais quand même intéressant de le mentionner. Tout ce qui est dans le domaine de l'agro-tourisme, ce qu'on appelle l'agro-tourisme, c'est-à-dire des activités touristiques, dont de l'hébergement, que ce soit de l'hébergement en plein air ou dans un bâtiment, rentre d'un point de vue juridique dans le domaine des activités agricoles. Bon. Par contre, le Conseil d'État et les collectivités, de façon plus générale, interprètent très restrictivement la loi pour les bâtiments non réversibles, les bâtiments en dur. C'est excessivement difficile d'obtenir une autorisation d'urbanisme pour une création à neuf d'un bâtiment en dur qui serve à servir à faire de l'agrotourisme. Par contre, le Conseil d'État et les collectivités sont beaucoup plus favorables, de façon générale, pour les bâtiments réversibles. Voilà. Donc, des cabanes, tipis, yourtes, tentes safari, là, ça passe beaucoup mieux. Une petite aparté aussi, c'est que modifier un bâtiment qui a la destination d'habitation qui est déjà existant sur un site, déjà hors des parties urbanisées d'une commune ou une zone agricole ou une zone naturelle, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a même pas besoin d'être agriculteur, il n'y a pas besoin de justifier d'une activité agricole professionnelle, et en pratique, ça pose vraiment pas de grande complexité. Après, selon les cas, il faudra soit une déclaration préalable de travaux, un permis de construire, mais vraiment, comparé aux difficultés de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme pour une création à neuf, c'est clairement un cas de figure bien plus simple. Un dernier point, et on va arriver sur les questions-réponses, c'est un aspect d'ailleurs qui est assez méconnu, c'est le fait, un outil, si vous voulez, pour tester la faisabilité d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue juridique, d'un projet constructif que vous avez sur une parcelle. C'est faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Donc c'est une démarche gratuite. À compter du jour de la dépôt de la demande, si votre demande est complète, la collectivité a un délai de 2 mois pour répondre. Donc via ce formulaire-là, vous décrivez votre identité, puis surtout le projet que vous comptez faire sur la parcelle, que vous envisagez sur la parcelle, ce n'est pas un engagement, que vous envisagez sur la parcelle. Et donc vous aurez une réponse de la collectivité sur non, ce projet n'est pas réglementaire, il n'est pas conforme, ou oui, ce projet est conforme, alors éventuellement avec certaines modifications à faire. Donc ça, pour tester finalement
en grandeur nature, pour ainsi dire, la faisabilité d'un projet, c'est un outil que je trouve très intéressant. Alors, en amont, ça ne vous empêche pas déjà de faire une première réunion avec le service d'urbanisme. Vous allez voir des fonctionnaires chargés de l'urbanisme, mais assez souvent aussi des élus chargés de l'urbanisme, déjà pour discuter du projet, tâter le terrain, c'est déjà intéressant. Mais je pense qu'un cran supplémentaire dans le fait de tâter le terrain, c'est donc de faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Alors, je conclurai par une dernière réflexion, c'est qu'au-delà de toutes les règles de droit, l'urbanisme c'est aussi politique, et c'est même très politique. Euh, selon l'orientation politique d'une collectivité, clairement, on serait sur un terrain qui peut être assez neutre ou très favorisant ou très défavorisant, clairement. Voilà, donc si vous êtes notamment là, sur une collectivité qui est favorable à l'éco-construction, qui est favorable à l'agroécologie, bon, on est dans un cas de figure qui va être vraiment aidant. Alors qu'à contrario, malheureusement, vous avez beaucoup de communes qui ne sont pas du tout convaincus par la pertinence de l'agroécologie et de l'éco-construction, pour le dire de façon très diplomatique. Là, pour le coup, qui peuvent clairement mettre des bâtons dans les roues et empêcher ce genre de projet de se faire. Donc voilà, la couleur politique de la collectivité est importante, et un point d'attention surtout pour aider à convaincre aussi les élus, c'est aussi en quoi le projet est porteur d'intérêt général. Est-ce qu'il permet de préserver un site? Est-ce qu'il permet de préserver des activités économiques? Est-ce qu'il permet de faire de la pédagogie pour la population? Est-ce qu'il permet de créer de la résilience alimentaire locale, etc. Bon, on peut décliner ça de beaucoup de façons, mais je pense que c'est un point important à réfléchir, c'est pour pouvoir argumenter et défendre un projet constructif, c'est, au-delà de l'intérêt que ça a pour moi, porteur de projet, c'est qu'est-ce que ça apporte pour la collectivité, pour l'intérêt général. Voilà, bon après, au niveau de l'activité, c'est des thématiques, le droit agricole, le droit de l'immobilier que je développe, alors pour le moment dans 3 ouvrages, j'en ai sorti 3 à ce jour, dont un spécifiquement sur les habitats légers, qui est sorti assez récemment. Et puis je mène régulièrement des webinaires, alors des webinaires gratuits, des webinaires payants sur beaucoup de thématiques liées à l'agriculture, liées à la permaculture et liées à l'éco-construction. Bon, évidemment, tout ça est sur mon site internet. Bon, alors je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées dans la part de discussion, puis aussi des personnes qui ont levé la main. Donc je pense il y a pas mal de choses encore à échanger. Alors, je donne peut-être la parole d'abord à Jérémy. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais le cas d'un terrain qui n'avait pas de certificat d'urbanisme. En fait, la personne qui le vendait me disait qu'il n'y avait pas de certificat d'urbanisme possible. Et je voulais savoir comment ça se passe dans ce cas-là, quoi. Non, ça n'existe pas, ça. Sur tout terrain, on peut demander un certificat d'urbanisme. Elle vous a raconté quelque chose qu'il faut, hein, c'est clair. D'accord, ok. Voilà, Donc c'était un terrain forestier, donc a priori, même... rien n'empêche de demander un certificat d'urbanisme. Après, un terrain forestier, comment dire, voilà, rien n'empêche d'en demander un certificat d'urbanisme. Ok, d'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on peut demander un permis de construire sans certificat d'urbanisme, ou Oui, comment tout ça à se fait. passe Oui, tout Alors à qu'est-ce fait. que va garantir le certificat d'urbanisme finalement? Il garantit rien. Ok. Ils permettent vraiment de tester, j'ai pas d'autres mots, quoi. C'est tester la faisabilité. Après, si vous avez une réponse positive, c'est-à-dire que le certificat d'humanisme vous dit votre projet correspond bien et réglementaire, très bien. Mhm. Bon, la collectivité a quand même un engagement. Faut quand même le dire. Mais si derrière vous demandez une autorisation d'urbanisme, la loi ne dit pas ah bah si vous avez un certificat d'urbanisme pour le projet, la collectivité est obligée de vous délivrer le permis de construire derrière. La loi ne le dit pas. Donc Ok. faut rester quand même quand on a une réponse positive pour un certificat d'urbanisme opérationnel, toujours rester prudent. D'accord. Et Voilà. l'inverse est possible, du coup. Ne pas avoir de certificat d'urbanisme et avoir Par contre, si vous avez un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, c'est-à-dire qui vous dit votre projet n'est pas conforme, ne demandez pas un permis de construire derrière. Enfin, D'accord. il y a quasiment 100% de chances que votre permis de construire soit refusé derrière. Enfin, ça c'est clair. D'accord. Ok. Alors après, dans les certificats d'urbanisme, il faut bien distinguer parce que vous avez des certificats d'urbanisme informatifs qui vous donnent juste des informations sur la parcelle, et d'autre part, il y a des certificats d'urbanisme
opérationnel, pour tester la faisabilité d'un projet constructif. D'accord. Très bien. Merci. Alors, ensuite, on avait Coralie qui avait posé la question, qui avait levé la main. Oui, bonjour. Moi, je me posais la question dans le cadre d'un collectif. Si par exemple, donc on est sur une ferme qui est en collectif habitant et où chaque foyer a bien un exploitant agricole qui porte un projet au sein du foyer, est-ce qu'on peut demander la construction de plusieurs maisons ou installer plusieurs habitats déplaçables dessus ou... Alors oui, c'est possible. C'est possible de demander ça. Mais je vous cache pas que ça va être difficile à obtenir. Voilà. Déjà, l'obtention d'une autorisation d'urbanisme pour un seul logement de fonction, c'est déjà difficile en pratique. Alors pour plusieurs, ça va pas être évident à obtenir. Ok, Clairement. merci. Je pense qu'il va vraiment falloir démontrer un intérêt général très fort du projet pour réussir à faire passer ça. Oppo AT5. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Audrey. Donc, Audrey. j'ai deux questions. Donc, la première, ce serait, en fait, j'ai déjà contacté la commune et ils me disent que les poules, pour un élevage même de 250 poules, c'est pas sûr que ça passe. Oui. Sachant que c'est un gros élevage de poules. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, déjà au niveau de la jurisprudence des tribunaux administratifs, la nécessité d'être présent sur site quand on est éleveur de poules et de volailles de façon générale n'est pas reconnue. Au niveau de la jurisprudence, ils considèrent qu'il n'y a pas de nécessité pour l'agriculteur d'être présent sur site. Après, ça serait c'est toujours intéressant de regarder est-ce que vous avez une charte départementale et qu'est-ce qu'elle dit par rapport à l'élevage de poules. C'est un point qui peut être intéressant à regarder. Il n'y aura pas forcément l'indication sur l'élevage de poules, mais peut-être, mais ça dépend des chartes. Il y en a certaines qui donnent des indications précises ça et d'autres pas. En tout cas, voilà, un aspect à voir. Et après, il faut toujours avoir en tête que finalement, il y a beaucoup de critères finalement qui se mêlent et ça restera toujours l'autorité localement compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme qui va apprécier. Donc Alors, la mairie. Alors, c'est pas toujours la mairie. Ça dépend des collectivités en réalité. Soit c'est le maire, parce que soit c'est le maire qui délivre les autorisations d'urbanisme, soit c'est le président de l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole. Il est de plus en plus courant que ce soit les présidents d'intercommunalité qui soient compétents. Hein. Ou, et ça c'est plus rare, mais ça existe tout de même, que ce soit le préfet du département qui soit compétent. Donc voilà, ça dépend vraiment des collectivités. Soit le maire, le président de l'interco ou le préfet. Oui. Comment je peux avoir... Pour ça, voilà, je vous entends très mal, là. Le son est très haché. Oui. Oui. Je disais comment je peux avoir l'information que si c'est le maire, le président de l'intercommunalité ou le préfet. Le plus simple, c'est de téléphoner à la mairie, de demander. Voilà, c'est tout simple. Ok. Du coup, la deuxième question, je suis désolée. Et donc pour les poules, alors, je pense que ça, il n'y a pas de réponse définitive et tranchée là-dessus. Alors, certes, la jurisprudence des tribunaux administratifs est défavorable, certes. Mais encore une fois, c'est à l'autorité localement compétente d'apprécier. Il faut donc et ça va peut-être bloquer au démarrage du projet, mais sans doute plus tard, une fois le projet déjà à une certaine ancienneté a prouvé sa viabilité, peut-être que ça peut passer. Moi, j'ai connu ces cas de figure hein, sur des cas que j'ai rencontrés quoi, sur l'élevage de poules pondeuses justement. Ok. Bon, j'ai connu un cas où effectivement une personne s'installait au démarrage avec 500 poules pondeuses et puis il y a effectivement refus. Bon. Et puis un autre cas où alors c'était deux personnes pour le coup qui avaient d'abord une activité de maraîchage, ça faisait déjà plusieurs années qu'elles étaient une activité de maraîchage. En plus de ça, elles créaient un atelier poules pondeuses pour 200 poules pondeuses et là, elles ont eu un permis de construire pour leur logement de fonction. Ah bah c'est bien parce que c'est exactement ce que je vais faire. Est-ce qu'en privé, ce serait possible d'avoir les coordonnées de ces maraîchers ou pas pour avoir c'est confidentiel, je suis pas censé. Okay. Ça fait partie du secret professionnel, je suis pas censé. Pardon? Juste le département. C'était en Loire-Atlantique.
Mais bon, voilà, mais c'est pas un cas qui est vraiment spécifique à la Loire-Atlantique. C'est parce que là, ce qui a fait que ça a fonctionné, en clair, c'est quoi? C'est le fait qu'ils sont déjà en activité depuis plusieurs années, qu'ils ont prouvé la viabilité, le long terme de leur activité, qu'ils sont déjà créés, ils sont bien insérés socialement dans la commune, ce qui est vraiment un aspect important, hein. Ils ont vraiment prêté attention à leur insertion sociale. Voilà, que dire, ils ont pensé le projet pour que ça soit quand même une petite maison bien intégrée dans son environnement, voilà, qui artificialise quand même assez peu de mètres carrés. Et à ça, effectivement, au-delà du végétal avec le maraîchage, en plus, on a un petit élevage poule pondeuse. Voilà, c'est un ensemble et plus globalement, on était sur une collectivité, et puis une mairie pour le coup, qui est favorable à l'agroécologie et ce genre de projet en micro-ferme. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui ont fait que le projet est passé. Ok. Et du coup, je peux poser ma deuxième question, ou c'est en gros, ça fait déjà longtemps que j'ai la parole. Oui, parce que allez. La deuxième, c'est est-ce que ce serait possible de créer. Donc, moi, la commune me demande un bâtiment agricole avec logement intégré. Est-ce que c'est possible d'insérer dans le logement agricole un gîte, ou plutôt, comme vous disiez, de demander plutôt des habitats légers pour faire de l'écotourisme? Alors, si l'habitat, oui. Alors, logement intégré, ce qu'ils entendent par là, c'est quoi? C'est tous les bâtiments techniques agricoles et les logements de fonction sont intégrés dans un même ensemble, c'est ça? Intégrer dans un même ensemble pour éviter le mitage, justement. Ouais, je vois. Je vois. Bah, effectivement, il faudrait penser les choses de façon le plus condensée possible. Après, il faut voir au niveau de la topographie, ainsi de suite, le projet. Bon. Mais l'idée, comment est-ce qu'on peut rendre les choses tout ça dense, pour que ça occupe finalement une faible surface, et prêter toujours attention à la question de proximité par rapport à la voie publique, desserte par les services de secours, desserte par les réseaux publics. C'est des points qui sont importants pour les collectivités. Ok. Après, les logements liés à l'agrotourisme, si c'est du réversible, en général, ça passe bien. Donc je conseillerais d'aller dans cette voie-là. Ok. Par contre, les habitats légers, mais c'est malheureux parce que vraiment, les habitats légers, ils ont de vrais arguments sur le fait que, comme par nature ils sont réversibles, ils n'artificialisent pas définitivement les terres et de façon générale, ils sont plus écologiques que les habitats en dur. Mais malheureusement, souvent, il y a des préjugés négatifs qui sont très tenaces contre les habitats légers et qui font que ça passe pas, malheureusement. Bah, c'est quoi, du coup, du réversible si c'est pas de l'habitat léger? Non, mais les termes habitat léger, les habitats réversibles, pour moi, c'est la même chose, hein. Quand je dis ça, je parle de la même chose, quoi. C'est des choses qui sont démontables, qui sont transportables facilement. Donc, en gros, ça passe seulement en cas d'agrotourisme. Voilà, l'agrotourisme, ça passe bien. Par contre, l'habitat léger qui sert de fonction, vraiment, ça dépend de l'orientation politique de la collectivité. Vraiment. C'est vraiment de la question de l'acceptabilité politique de l'habitat léger. C'est malheureux parce que souvent il y a des préjugés sur l'habitat léger du type les voisins vont se plaindre, il va y avoir des problèmes de sécurité, des problèmes d'hygiène, c'est assez souvent lié aussi dans les représentations, encore une fois, à une forme de radicalité politique qui est souvent mal vue. Voilà. Il y a tout un ensemble de préjugés négatifs comme ça et qui sont souvent présents. Donc ça reste à voir dans quel terrain politique on est. Ok. Eh ben, merci pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Lily. Oui, bonjour. Du coup, je ne suis pas Lydie. Vous m'entendez? Oui. Oui. Allô? Oui, j'entends. Oui, pardon. Bonjour, du coup, nous, on s'installe à deux sur une exploitation agricole. Les terrains ne nous appartiennent pas, ils sont à une SCCI qui nous les confie. On habite sur une île en Vendée et du coup, on a aussi un chevauchement de la loi littorale avec tout ce que vous venez de dire qui complique les affaires. Ça va pas être simple. Par contre, on a une mairie qui est favorable à l'installation du projet agricole et également à l'installation d'habitats légers. En lien avec le projet agricole. L'idée, c'est que si on arrête notre exploitation agricole, on devra quitter nos habitats ou les emmener avec nous. Je vois. Donc, la mairie est favorable à ça. On avait déjà eu plusieurs réunions. Par contre, on ne trouve pas de moyens juridiques de contourner
les choses pour pouvoir obtenir l'habitat sur le lieu. Là, la dernière stratégie en jeu, je voulais tester la crédibilité avec vous, c'était de faire des demandes de permis de construire pour plusieurs hangars agricoles de 50 mètres carrés Mhm. à destination agricole et puis de les transformer Oui, par la suite ok, en destination. Voilà. ouais, je vois. Sachant que la mairie est favorable à ça, mais elle ne peut pas tenir légalement le Oui, truc de. effectivement. Elle va pas pouvoir. Bah, en fait, toute la problématique ici, c'est que ces hangars vont être dans la destination d'exploitation agricole, alors que la réalité factuelle de leur usage, ça va être la destination d'habitation. Temporaire. Le temps que la zone passe en AC et après ils veulent Ouais, bien mais transformer. temporaire, mais quand même, quoi. Il y a quand même, il y a quand même un problème de cohérence là. Et ça peut être contrôlé par l'administration. Et donc, et par l'administration, j'entends pas seulement l'échelle communale, mais ça peut être contrôlé par d'autres échelons administratifs, par Ouais. les services préfectoraux notamment. Ils peuvent contrôler l'usage réel que l'on fait d'une construction, d'une installation quelconque. Et effectivement, si on a un visite de contrôle qui est réalisé, si on constate qu'il y a fraude, puisque l'usage réel ne correspond pas à l'usage officiel, on s'expose derrière aux sanctions du droit pénal de l'urbanisme. C'est un C'est une jeu risque, dangereux. c'est certain. Après, à voir si tous les acteurs veulent jouer ce risque-là ou pas. Mais, et aussi au C'est niveau risqué. de la constructibilité de hangars agricoles sur plusieurs parcelles, mais sur la même exploitation. Est-ce que c'est possible de faire ça? De faire Oui. plusieurs hangars agricoles sur une exploitation ou pas? En principe, oui, c'est possible. C'est possible, mais il y a quand même un principe directeur, c'est le fait d'avoir une proportionnalité entre la taille des bâtiments techniques agricoles et la taille de vos moyens de production. Il faut quand même que ça soit en rapport, quoi. Donc, quand même plusieurs hangars, il faut quand même avoir des moyens de production conséquents pour que ça soit proportionnel. Et ça sera soumis nécessairement à l'avis de la CDPNAF, la commission départementale de la préservation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Ça sera soumis nécessairement à leur avis. Alors, bon, voilà, donc c'est quand même, je pense, un point d'attention à avoir. Faut aussi, dans cette histoire-là, prêter attention au fait que même si une collectivité délivre une autorisation d'urbanisme, c'est toujours contrôlé par la préfecture du département. Si la préfecture juge que l'autorisation d'urbanisme a été délivrée de façon irrégulière, alors que ce soit pour des raisons purement formelles de procédure ou pour le fond, pour des questions de fond, comme la nécessité d'être présent, domicilié sur son site de production, eh bien, elle peut faire un recours gracieux auprès de la collectivité pour lui demander de retirer l'autorisation d'urbanisme ou un recours judiciaire au niveau du tribunal administratif. Donc, il faut aussi avoir en tête cette notion que on a ce recours possible-là. Si on veut être vraiment sécure dans un projet, une fois obtenu une autorisation d'urbanisme, il vaut mieux attendre un délai, passer un délai de 4 mois pour être sûr qu'il n'y ait pas de recours préfectoral, dans l'idéal. Ok. La sanction, elle serait pour qui? La sanction serait pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme. Donc, en l'occurrence, comme c'est la SCCI qui est propriétaire, ça sera pour la SCCI. Ok, c'est elle qui prendra le risque. Ouais. Très bien. Enfin, la structure elle-même, puis ses représentants légaux. Ok. Quand même un paquet de mots, quoi. Ok, merci pour les réponses. Ok, avec plaisir. Alors, ok, je vais prendre la question de Noémie, puis après je vais traiter les questions dans la barre de discussion parce que je vois qu'il y en a quand même un certain nombre. Oui. Oui. Alors, moi, ma question, c'était juste au niveau des critères administratifs et jurisprudentiels. Est-ce qu'il faut qu'ils soient cumulés, les 5, ou un point suffit? Et non, tout ça se cumule. D'accord, parce que du coup, moi, je rentre dans le cadre des JA, agriculteur à titre principal, Ok. etc. Donc, j'ai, on va dire, 4 critères sur 5, mais je suis en maraîchage. Donc, est-ce que juste le fait que eux estiment qu'il n'y a pas besoin de logement de fonction pour du maraîchage, ça va tout bloquer? Ça risque de bloquer, effectivement. Après, ça n'empêche pas de tester, de les rencontrer, de côté service d'urbanisme et de faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, voire faire carrément la demande de permis de construire. Ça n'empêche pas de faire ces démarches-là. Et je pense que ça, de toute façon, ça ne mange
bon, ça prend du temps, hein, Mhm. mais ça mange quand même pas de pain de tester, de tenter. Mais effectivement, il y a fort à parier que comme c'est une installation à neuf, qu'il n'y a pas d'ancienneté, et que le maraîchage, c'est considéré comme de façon générale au niveau national, c'est considéré comme une production qui ne nécessite pas la présence de l'agriculteur sur site, la probabilité quand même est forte qu'il y ait un refus. D'accord, même s'il y a serre et puis irrigation, etc. Que C'est des ça rentrait facteurs dans qui les petits vont dans le critères sens, qui peuvent. effectivement. Bah, c'est dans les critères qui vont dans le sens de l'obtention, mais encore une fois, ça reste. On est uniquement sur de la production végétale, donc ça reste léger en termes de justification. D'accord. Bon, on va rajouter un peu de safran là-dedans, alors. Oui, alors, le safran, c'est peut-être. Voilà. Ouais, c'est un cas qui existe bien dans la jurisprudence. Je ne dis pas que c'est une solution miracle. Après, si le projet intègre une notion de pépiniérisme, on va dire que c'est un aspect supplémentaire qui contribue à la justification de la nécessité d'être présent sur place, parce que le pépiniérisme nécessite quand même vraiment d'être présent très régulièrement, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Je pense que c'est un point qui peut aider à faire passer le projet. D'accord, super, merci. Alors, je reprends les critères que dans la barre de discussion. Alors voilà, il y a une critère aussi. Est-ce que tous les critères administratifs et jurisprudentiels doivent être remplis? Et oui, hein, sont bien cumulatifs. Ensuite. Ouais. Alors. Combien de temps dure une autorisation d'urbanisme? Alors pour toutes les autorisations d'urbanisme, que ce soit la déclaration préalable de travaux, le permis de construire, le permis d'aménager, elles ont une durée de validité de 3 ans, à compter de la date de délivrance, sachant qu'on peut, 2 années de suite, demander à renouveler pour une année supplémentaire. Si on arrive sur la fin des 3 ans et qu'on n'a pas terminé le projet, on peut demander à renouveler pour une année supplémentaire, et à la fin de cette année supplémentaire, encore une année supplémentaire, ce qui fait que, au total, on peut faire prolonger la durée de validité d'une autorisation d'urbanisme sur 5 ans. Par contre, concernant le petit masé cadastré, ça je comprends pas le sens de la question, il faudrait échanger par oral, parce que je ne comprends pas. Ensuite, est-ce qu'un certificat d'urbanisme opérationnel favorable garantit l'obtention du permis de construire derrière? Non. La loi ne prévoit pas ça. Mais bon, on a déjà vu ce sujet-là. Ensuite. J'ai un terrain en zone nature, je peux tenter une demande de certificat d'urbanisme? Oui, tout à fait. Mais de toute façon, quel que soit l'espace où vous êtes, où vous comptez mettre votre projet, vous pouvez faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Alors ensuite, autre question, est-ce que l'exception d'inconstructibilité, donc une exception à la règle d'inconstructibilité, motivée par un conseil municipal qui est listé par l'article L111-4, s'applique pour les communes soumises à la loi montagne? Alors, pour tout le monde, je vais repréciser le sens de la question. C'est parce que dans l'article L111-4, il prévoit certaines dérogations à la règle de la constructibilité limitée. Et parmi ces dérogations, il y a la dérogation qui prévoit que un projet peut être autorisé sur délibération motivée, donc juste avec des justifications officielles du conseil municipal. Si le conseil municipal considère que le projet, l'intérêt général du projet justifie la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Alors le texte de loi d'ailleurs précise en particulier pour éviter la diminution de la population communale. Donc, c'est en particulier dans des cas de communes rurales en perte de population en pratique. Alors, donc cette dérogation, la règle de la constructibilité limitée, elle fonctionne sur tout le territoire national, donc y compris sur les communes soumises à la loi montagne, hein, ou à la loi littorale du reste. Hein, voilà. Là, en l'occurrence, on parle d'un cas avec une commune qui a 30 habitants et qui perd des habitants, donc on rentre vraiment bien dans le cas de figure prévu par l'exception, c'est clair. Effectivement. Après, ça reste une décision, là, pour le coup, pleinement politique. Il faut que le conseil municipal juge le projet de par le fait de maintenir la population, maintenir l'activité, ainsi de suite.
juge le portrait suffisamment porteur d'intérêt général pour que ça justifie cette dérogation. Et ça sera soumis aussi à l'avis, alors si c'est en zone agricole, à l'avis de la CDPNAF, ou si c'est en zone naturelle, à l'avis de la CDNPS. Et puis au contrôle a posteriori de la préfecture. Voilà. Donc il y a tout un process administratif derrière. Mais effectivement, on est bien dans un cas où on peut jouer en principe sur cette exception. Alors, peut-on créer un habitat d'exploitant dans un hangar agricole? Je pense qu'on a répondu à la question avec le cas de Lily. Alors une autre question, c'est pour un maraîcher, est-il possible de faire accepter plus facilement le permis de construire pour un hangar comportant à la fois une zone de travail et une zone d'habitation? Bah non, malheureusement. Non, c'est malheureusement pas une astuce pour que ça passe. Alors c'est vrai que si vous avez ces deux composantes sur un site, à la fois bâtiment technique agricole et habitat, ça passe mieux si effectivement on crée une seule construction, ou du moins elles sont présentes très proches les unes des autres. Mais non, de façon générale, ce n'est pas une solution pour faire passer plus facilement les projets, malheureusement. Et un autre aspect par rapport à ça, c'est qu'aussi, vous avez des règles de distanciation entre bâtiments d'habitation et bâtiments techniques agricoles. Enfin, certains bâtiments techniques agricoles, il y a une règle de distanciation qui est prévue, alors au niveau du PLU, si on a un PLU, qui est également prévu, si on n'a pas de PLU, par le RSD, par le règlement sanitaire départemental. Pour prendre un cas très courant, il est courant que le règlement sanitaire départemental prévoit qu'il faut une distance minimum de 200 mètres entre un bâtiment d'habitation, quel qu'il soit, et un bâtiment qui sert à l'élevage de porcs. Voilà. Donc il faut aussi prêter attention au fait qu'il y a des règles d'éloignement mutuel qui sont à prendre en compte pour certains bâtiments techniques agricoles. Alors, on parle de la création d'activités avec l'ARCI, mais je ne sais pas ce qu'est l'ARCI, donc il faudrait en discuter par oral. Ensuite, qu'en est-il pour les activités agricoles nouvelles qui n'ont pas encore de cadre juridique? On parle de spiruline, de micro-pousses, etc. Alors, ces activités spiruline et micro-pousses rentrent bien dans le cadre, ont bien un cadre juridique, hein. Voilà, toute la réglementation du droit agricole s'applique bien sur ces activités agricoles. Là où, effectivement, il y a un vide, c'est dans le sens où c'est pas dans les barèmes des SMA, effectivement. Quand une activité agricole n'est pas dans le barème SMA, simplement, ce qu'on va compter, c'est non pas la taille des moyens de production. Ce qu'on va compter, c'est le temps de travail officiellement consacré à l'activité. Voilà. C'est ça qui va servir d'équivalent à la SMA. L'équivalent en termes de temps de travail par rapport à la SMA, c'est 1200 heures déclarées travaillées sur une année civile donnée pour l'activité de production. Et ses annexes, c'est-à-dire tout ce qui peut être la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Bref, mais en tout cas, ça change rien par rapport à tout le cadre qu'on a pu évoquer sur les logements de fonction d'agriculteurs. Alors, pour une activité de paysan boulanger, est-ce qu'il y a une nécessité d'une présence constante sur site? Eh bien, malheureusement, non. La jurisprudence sur le sujet pour les paysans boulangers est défavorable, et j'ai connu le cas d'un ami qui est paysan boulanger et qui a eu un refus de permis de construire pour son logement de fonction. Donc non, malheureusement, c'est un cas où ça est difficile d'obtenir un permis de construire. Alors, quand vous parlez d'activité pépiniériste, est-ce que le fait de faire ses propres semis en maraîchage rentre de ce critère? Eh ben non, malheureusement. Quand je dis activité pépiniériste, c'est que vous faites du plan pour la vente. Voilà, c'est pas juste vous faites du plan pour vous-même, pour les repiquer et faire votre production derrière. C'est je fais de la production de plants destinés à être vendus, tel quel, en état de plan. Alors, ce qui comprend les plants de légumes, hein. Les plants maraîchers pour revente aux particuliers, donc, rentrent bien dans l'activité pépiniérisme. Alors, l'ARCI, d'accord, c'est l'aide régionale à la création de l'activité agricole. Ok, d'accord. Ça sera un critère favorable, effectivement. Ça sera un critère favorable.
Oui, effectivement. Mm. Alors, est-ce que pour l'activité des PAM, les plantes aromatiques et médicinales et à parfum, est-ce qu'il y a nécessité d'une présence constante? Eh ben non, malheureusement. Euh, au- que ce soit au niveau de la jurisprudence des tribunaux administratifs, que ce soit au niveau des chartes départementales, que ce soit au niveau des quelques cas que je connaisse, à ce niveau-là, la nécessité d'être présent sur site n'est pas reconnue pour les activités de production liées au PAM. Alors, Noémie, je vois une main levée. J'ai oublié de l'enlever, en fait, j'ai déjà posé ma question. D'accord. Merci. Et Audrey? Oui, bonjour, merci. Alors, Oula, on a un son qui est haché. le webinaire, j'ai parlé d'une distance entre les bâtiments agricoles et les bâtiments d'habitation. Mhm. Par contre, il me semble avoir compris que dans le cas où c'est le logement de fonction de l'éleveur, on est plutôt justement à l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'habitation soit, dans l'exemple que vous avez donné, à moins de 200 mètres du bâtiment pour justifier. Il y a une règle ou pas? Non. C'est bien des règles qui s'appliquent quel que soit le type de logement, de bâtiment à destination D'accord. d'habitation. C'est ce qu'on appelle la règle de la réciprocité dans le droit de l'urbanisme. Donc, si j'ai D'accord. prenons le cas de le bâtiment d'élevage porcin. S'il y a Mm. d'abord le bâtiment d'élevage porcin qui existe, ben, un logement, on ne peut pas le créer à moins de 200 mètres, même si c'est un logement de fonction de l'agriculteur. D'accord. Et puis vice-versa, voilà, vice-versa, si c'est le logement qui existe déjà, bah, le bâtiment, il faut qu'il soit plus de 200 mètres. Voilà. Ce qui rentre en tension avec, effectivement, un autre principe qui est que, dans la mesure du possible, on cherche à ce que les bâtiments, quels qu'ils soient, dans une zone agricole, soient le plus condensé possible, occupent le moins de surface. C'est vrai que c'est vrai que c'est deux règles qui rentrent clairement en tension. Ok, merci. Oui, Oppo AT5. Oui. Oui, désolé, j'ai bugué. Oui. J'avais une dernière question qui complète l'histoire du pépiniériste. Si je produis une partie de mes plants que je vends, mais pas tous les plants que je vends, ça passe quand même comme C'est pépiniériste, bien une parce que activité depuis de quelques années. pépiniérisme. Non, c'est bien une activité de pépiniérisme. Ok, et ben merci pour ce webinaire parce que je crois que je vais pouvoir construire mon logement. Merci. D'accord. Avec plaisir. Alors, autre question dans la barre de discussion. On entendit parler d'une jurisprudence concernant la pose d'un bateau en tant qu'habitat sur une surface agricole. Est-ce que ça serait une solution? Non, non. Il est possible de se domicilier dans un bateau sur un plan d'eau, et dans ce cas, ça rentre dans la réglementation des navires, mais bon, voilà, c'est pas vraiment notre sujet ici. Un bateau qui est mis hors d'eau et qui est mis donc sur une surface, ça rentre, et voilà, qui sert d'habitat à son utilisateur, il rentre dans la catégorie des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. Donc non, c'est pas une solution miracle. Il y aurait une sorte de vide juridique qui permettrait de se domicilier en zone agricole. Alors, autre question. Une activité de maraîchage, complet avec une activité de plantes aromatiques et médicinales, avec transformation à la ferme et un petit élevage au vin. Ouais, ça fait pas mal d'activités. Est-ce que ça peut rentrer dans une obligation de présence de l'agriculteur? Enfin, c'est plutôt une nécessité de la présence de l'agriculteur. C'est un cas où ça peut être reconnu, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a ses chances. C'est un projet qui a ses chances. Voilà. Donc à tenter. Après, bien sûr, comme d'habitude, ça restera toujours à l'appréciation de la collectivité. Alors, une question, c'est une production de plants de légumes pour les particuliers en plus de la production de maraîchage. Est-ce qu'il y a un pourcentage de chiffre d'affaires à respecter
concernant les plants de légumes. Non, il n'y a pas de pourcentage prévu par la réglementation. Mais si le sens de la question, c'est que l'activité de pépiniérie soit suffisamment importante pour justifier la nécessité d'être domicilié sur place, je pense qu'effectivement, il faut que ça constitue une partie conséquente tant des moyens de production que donc des surfaces cultivées, que du chiffre d'affaires passé ou prévisionnel, peu importe, de l'activité. Alors une autre question, quelle quantité de travail en tant que pépiniériste qui justifie le logement sur place? Ben, j'ai pas un nombre d'heures de travail à l'année à donner. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait le statut social d'exploitant agricole et couplé avec le statut, enfin avec la qualité d'agriculteur à titre principal. Voilà. C'est dans ce cadre-là que le pépiniérisme, enfin voilà, qu'on peut tenter sa chance pour obtenir un logement de fonction. Les activités pépiniérisme rentrent dans les barèmes SMA, donc voilà, c'est ce qui va importer pour la reconnaissance du statut social agricole, c'est bien les surfaces cultivées. Bon. Ok, bah on est donc rendu à... on a déjà dépassé d'une bonne vingtaine de minutes le temps. Alors, une question aussi, effectivement, ça c'est une question que j'entends souvent. Est-ce qu'il y a une ruine sur un terrain agricole? Est-ce qu'elle peut être rénovée ou agrandie pour un logement? Oui. Sur le principe, oui. Reste à voir si le plan local d'urbanisme, si on a un PLU, n'interdit pas les reconstructions de ruines, ce qui est possible, hein, ça peut être interdit. Mais en l'absence d'interdiction, on peut reconstruire une ruine, effectivement. Alors, il y a deux cas en fait. Soit parce que les règles locales d'urbanisme l'autorisent, voilà. Soit parce qu'on bénéficie de la possibilité de la reconstruction à l'identique qui est prévue par le RNU, par le Règlement national d'urbanisme. Pour faire très simple, cette exception-là, c'est le fait que dans les 10 ans qui ont suivi la destruction d'un bien, eh bien, on peut le reconstruire à l'identique. Cela dit, il faut quand même que ce soit dans les 10 ans suivant la démolition, il faut que ce soit à l'identique, et puis il faut que ce soit la même destination. Donc là, pour un logement de fonction, il faudrait que ce soit déjà que le bâtiment, avant qu'il n'y ait été détruit, il ait déjà eu la destination de bâtiment d'habitation. Ça fait tout de même beaucoup de critères à répondre, auxquels il faut remplir. Bon. Ok. Bah écoutez, très bien. On va s'arrêter là pour ce webinaire. L'enregistrement va être donc disponible dans les prochains jours, hein, sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile. Chaîne YouTube, bien sûr, que je peux que vous inviter à explorer. Il y a plus de 60 vidéos liées à beaucoup de thématiques, mais entre autres un certain nombre sur le droit agricole et le droit immobilier. Hop là. Et je crois qu'on est bon donc, pour cette vidéo. Donc en lien sous la vidéo, vous avez donc l'accès à une page sur mon site internet que je vais mettre en place avec le support de cours téléchargeable, hein. Et puis je vous mettrai aussi les liens vers les textes de loi que j'ai pu mentionner, voilà, pour que vous puissiez fouiller tout ça plus avant. Ok, bah écoutez, bonne chance et bon courage à tous pour vos projets.